Lors des fiançailles de ma sœur, mes propres parents m'ont regardé avec dégoût et m'ont dit « Le nouveau fiancé de Flavie veut un dîner élégant, digne de la haute société parisienne. Ton odeur de cacao et tes mains tachées ruineraient l'ambiance et les photos. » J'ai serré les dents et j'ai murmuré « C'est compris. » J'ai passé la soirée seule. Mais le lendemain matin, ils ont défoncé la porte de mon appartement, paniqués, exigeant mon aide pour sauver leur réputation. Et quand le fiancé milliardaire est entré et a vu mon visage, il a lâché une seule phrase qui a détruit leurs mensonges et changé ma vie à jamais. Avant de vous raconter comment j'ai fait regretter à ma famille chaque seconde de cette humiliation, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment et depuis quelle ville vous regardez cette histoire. J'adore savoir qui est éveillé avec moi à travers le monde. Tout a commencé un vendredi après-midi typique de novembre. La pluie battait contre les vitres de mon petit atelier, l'or noir, situé dans une ruelle pavée du Vieux-Vannes, en Bretagne. Il était 16 heures, l'heure critique. J'étais penché sur ma table de marbre, mes mains plongées dans une masse onctueuse de chocolat noir à 70%. Le tempérage du chocolat est une science impitoyable. 1 degré de trop et le beurre de cacao se sépare, laissant des traces blanches disgracieuses. 1 degré de moins, et il ne brillera jamais. Je surveillais mon thermomètre comme un chirurgien surveille le pouls d'un patient. 31 degrés. Parfait. C'est à ce moment précis, alors que la sueur perlait sur mon front malgré la fraîcheur de l'atelier, que mon téléphone a vibré sur le plan de travail, menaçant de tomber dans le bol de ganache. L'écran affichait maman. Je ne voulais pas répondre. Je savais que le moindre délai pouvait ruiner ma fournée de pralines. Mais ma mère, Jocelyne, n'était pas femme à être ignorée. Si je ne décrochais pas, elle appellerait le magasin d'à côté ou, pire, débarquerait ici. J'ai essuyé un doigt sur mon tablier déjà maculé de taches brunes et j'ai appuyé sur le haut-parleur. Allô, maman? Je suis en plein tempérage, je ne peux pas. Sidonie, écoute-moi bien, coupa T.L., sa voix tranchante comme un couteau à désosser. Nous devons parler de ce soir. Mon cœur a fait un bond douloureux dans ma poitrine. Ce soir. La fête de fiançailles de Flavie. Ma petite sœur, la princesse de la famille, allait officialiser son union avec Amaury, un homme d'affaires que je n'avais encore jamais rencontré. J'avais passé 2 semaines à économiser pour m'acheter une robe bleu marine en soie, une robe qui coûtait plus cher que mon loyer, juste pour être à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé, continuant à remuer le chocolat d'un mouvement rythmique pour ne pas qu'il fige. L'heure a changé? Non, Sidonie. C'est ta présence. Ma présence? Écoute, chérie, soupira-t-elle, ce soupir théâtral qu'elle utilisait pour me faire sentir coupable d'exister. Amaury a invité des associés très importants. Des gens de Paris. Des investisseurs internationaux. C'est un monde différent du nôtre, tu comprends? Flavie veut que tout soit parfait. Esthétique. Et alors? Eh bien, regarde-toi. Tu as toujours cette odeur sur toi. Cette odeur de beurre rance et de sucre brûlé. Et tes mains? Maman fit une pause, comme si elle cherchait un mot poli mais n'en trouvait pas. Tes mains sont toujours tachées de colorants alimentaires ou écorchées par le travail manuel. Tu ressembles à une ouvrière, Sidonie. Ça ne colle pas avec l'ambiance holmonie que Flavie essaie de créer. Je me suis figée. La spatule s'est arrêtée net dans le chocolat liquide. J'ai regardé mes mains. Oui, mes ongles étaient courts, coupés à ras pour l'hygiène. Oui, j'avais une brûlure cicatrisée sur l'avant-bras droit, souvenir d'un caramel à 180 degrés. Oui, ma peau sentait le cacao torréfié, une odeur que mes clients trouvaient enivrante, mais que ma propre mère décrivait comme celle d'une paysanne. Tu me désinvites? Ai-je demandé, ma voix tremblant à peine. De l'engagement de ma propre sœur? Ne sois pas dramatique, a rétorqué Jocelyne. On dira que tu es malade. Ou que tu as une commande urgente. Franchement, Sidonie, tu ne te sentirais pas à ta place de toute façon. Ces gens parlent de voyages aux Maldives et de haute couture. Toi, tu ne parles que de fèves de cacao et de marges bénéficiaires. C'est pour ton bien. On t'enverra des photos. Pour mon bien. La phrase classique des bourreaux qui se prennent pour des sauveurs. J'ai senti une boule froide se former dans mon estomac, plus glaciale que le vent de l'Atlantique qui soufflait dehors. J'avais payé pour la location du château où se tenait la fête.
J'avais payé pour le traiteur. J'avais payé pour la robe de Flavie. Mais je n'étais pas assez esthétique pour être vue. D'accord, ai-je chuchoté. Merci de ta compréhension, ma chérie. Tu es un ange. Oh, et n'oublie pas de virer l'argent pour le fleuriste avant 17 heures. Bisous. Elle a raccroché. Le silence est retombé dans l'atelier, lourd et suffocant. J'ai regardé le chocolat devant moi. Il commençait à durcir sur les bords du bol, perdant sa brillance. J'avais envie de hurler, de renverser la table de marbre, de jeter ce bol contre le mur. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis une professionnelle. J'ai pris une grande inspiration, ravalant les larmes qui brûlaient mes yeux, et j'ai repris mon mouvement. Remuer. Étaler. Refroidir. Réchauffer. J'ai travaillé jusqu'à minuit ce soir-là, seul dans le noir, écoutant le bruit de la pluie, imaginant les rires cristallins de ma sœur et le tintement des coupes de champagne que j'avais payées. Je pensais que c'était le fond du gouffre. Je pensais que l'humiliation ne pouvait pas aller plus loin. Mais je me trompais lourdement. Ce n'était que le calme avant la tempête qui allait s'abattre sur moi le lendemain matin. Pour comprendre pourquoi j'ai accepté cette insulte sans me battre, il faut que vous compreniez la dynamique toxique dans laquelle j'ai grandi. Je n'étais pas seulement la grande sœur de Flavie, j'étais le pilier invisible qui empêchait le toit de s'effondrer sur notre famille. Il y a 7 ans, mon père, Régis, se voyait comme un magnate de l'immobilier. Il aimait les costumes italiens, les grosses montres et les discours grandiloquents sur l'art de la négociation. Mais la réalité était bien moins glamour. Il avait investi la totalité de son fonds de retraite et hypothéqué notre maison familiale dans un projet de complexe touristique en Espagne qui s'est révélé être une arnaque pyramidale. Du jour au lendemain, nous avons tout perdu. J'avais 25 ans à l'époque. Je venais tout juste d'ouvrir mon petit atelier avec l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé spécifiquement à moi, sachant que mes parents dilapideraient tout. Quand la faillite a frappé, je n'ai pas eu le cœur de voir mes parents à la rue. Ils ont joué la comédie de la victime à la perfection. Ma mère pleurait des journées entières, disant qu'elle ne survivrait pas à la honte de devoir vivre dans un HLM. Mon père parlait de problèmes temporaires de liquidité. C'est là que je suis devenu le portefeuille invisible. J'ai loué une belle villa ancienne en périphérie de Vannes, assez grande pour qu'ils puissent continuer à inviter leurs amis du bridge sans perdre la face. Le loyer était exorbitant, 2 500 € par mois. C'était plus que ce que je me versais comme salaire. Pour payer ça, je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Je vivais dans un studio de 20 mètres carrés au-dessus de mon atelier, je mangeais des pâtes au beurre et je portais des vêtements achetés en solde 3 ans auparavant. Pendant ce temps, Flavie, qui avait 17 ans au moment de la faillite, n'a jamais rien su. Ou plutôt, elle a choisi de ne rien savoir. Mes parents l'ont protégée de la réalité comme si elle était une espèce rare en voie de disparition. Ils lui ont dit que c'était le père qui payait tout. Quand elle a voulu une voiture pour ses 18 ans, c'est moi qui ai signé le chèque pour une Fiat 500 décapotable, sous prétexte que papa a un blocage temporaire de compte. Quand elle a voulu faire une école de design à Paris, qu'elle a abandonnée au bout de 6 mois parce que les profs étaient jaloux de son talent, c'est moi qui ai payé les frais de scolarité. J'étais convaincue que c'était mon devoir. La culture française, surtout en province, met un poids immense sur la loyauté familiale. Le sang est plus épais que l'eau, répétait mon père à chaque fois qu'il avait besoin d'un virement. Mais ce vendredi soir-là, assise sur mon tabouret bancal, grignotant un sandwich rassis pendant que ma famille festoyait sans moi, j'ai eu une révélation brutale. Ce n'était pas de la loyauté. C'était du parasitisme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Le solde était bas, dangereusement bas. J'avais viré 4 000 € la veille pour le traiteur de la fête. C'était toutes mes économies pour la nouvelle tempéreuse automatique dont je rêvais depuis 2 ans. Je l'avais fait parce que Flavie m'avait supplié, les yeux pleins de larmes, disant que si le traiteur n'était pas payé, sa vie serait finie. J'ai regardé les photos qui commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. Flavie avait posté une story Instagram. Elle portait une robe crème en dentelle de Calais, sublime. Elle tenait une coupe de champagne et riait, la tête renversée en arrière. La légende disait « La vie de rêve ». Merci papa et maman pour cette soirée magique. #blessed, #engagement, #Holmonie. Pas un mot sur moi. Pas un remerciement. J'étais totalement effacée de l'histoire.
J'étais le moteur bruyant et sale caché dans la cale du navire, pendant qu'il dansait sur le pont en smoking blanc. Une colère froide, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant, a commencé à monter en moi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la lucidité. Ils aimaient le produit, l'argent, le confort, le statut, mais ils méprisaient le producteur. Ils avaient honte de la source de leur confort. Vers 23 heures, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de Flavie. Je me suis dit qu'elle avait peut-être des remords. J'ai ouvert le message. C'était une photo d'elle et de ses amis faisant la moue devant un miroir doré. Le texte disait « T'as oublié de virer l'argent pour le Digi. Il menace de partir. Fais-le maintenant STP. » J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Pas de bonjour. Pas de désolé que tu ne sois pas là. Juste une commande. Comme si j'étais un distributeur automatique qui avait avalé sa carte. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 7 ans, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait le virement. J'ai posé le téléphone sur l'établi, je me suis lavé les mains longuement, frottant jusqu'à ce que ma peau soit rouge, essayant d'enlever cette odeur de paysanne dont ma mère parlait. Puis je suis montée dans mon petit studio, je me suis glissée sous mes draps froids, et j'ai attendu. Je savais que mon silence allait provoquer un séisme. Mais je ne savais pas que l'épicentre serait mon salon, dès le lendemain matin. La nuit a été agitée. Même dans mes rêves, j'entendais le tintement incessant des notifications que je ne recevais pas, mon téléphone étant éteint 2 étages plus bas. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, par habitude. Le corps d'un artisan ne connaît pas de grasse matinée, même le week-end. L'aube était grise et humide, typique de la Bretagne en automne. Je suis descendue à l'atelier, préparant mon café noir serré. J'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé. 47 appels manqués. 30 messages vocaux. Une centaine de textos. La plupart venaient de Flavie, puis de ma mère, et enfin, vers 2 heures du matin, de mon père. Les messages passaient de la demande polie à la supplication, puis à l'insulte pure et simple. Sidonie, le Digi range ses affaires. Tu fous quoi? C'est humiliant. Tout le monde nous regarde. Tu es égoïste. Tu fais ça exprès pour gâcher ma soirée parce que tu es une vieille fille jalouse. Réponds, espèce d'ingrate. J'ai bu mon café en silence, sentant une étrange satisfaction mêlée de nausée. Le chaos que j'avais déclenché était bien plus grand que prévu. Mais le véritable désastre, celui qui allait changer le cours de notre histoire, je ne l'ai appris qu'en écoutant le dernier message vocal de ma mère, laissé à 3 heures du matin. Sa voix était éraillée, paniquée, loin de son ton hautain habituel. Sidonie, c'est une catastrophe. Le chef pâtissier, celui que ton père avait engagé pour le déjeuner officiel de ce midi, il a annulé. Il dit que le chèque de caution a été rejeté. Ton père avait oublié de transférer les fonds sur ce compte. On n'a pas de dessert. Pas de pièces montées. Pas de mignardise. Rien pour les associés d'Amaury. Ils arrivent à midi au domaine. Tu dois nous aider. On arrive. J'ai regardé l'heure. 6h15, le déjeuner était à midi. Il voulait un miracle. Il faut savoir qu'en France, un repas sans dessert n'est pas un repas. C'est un affront. Surtout pour une famille qui prétend appartenir à la haute société. Le dessert est le point d'orgue, le moment où l'on juge le goût et le raffinement des hôtes. Sans dessert, le déjeuner d'affaires d'Amaury, qui était apparemment crucial pour la fusion de son entreprise, serait un fiasco total. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à une stratégie. À 6h30 précise, on a frappé à la porte de mon atelier. Pas un coup discret. C'était un martèlement frénétique, comme si la police faisait une descente. Les coups résonnaient dans toute la rue vide. J'ai ouvert la porte en fer forgé. Ils étaient là. Le trio infernal. Mon père, Régis, avait les yeux cernés et son costume de la veille était froissé, sa cravate dénouée pendant tristement autour de son cou. Ma mère, Jocelyne, avait perdu toute sa superbe, son maquillage avait coulé et elle serrait son sac Chanel, une contrefaçon que je savais fausse mais qu'elle jurait authentique, contre sa poitrine comme un bouclier. Et Flavie. Flavie était un spectacle à elle seule. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, ses cheveux blonds, habituellement coiffés en un chignon parfait, étaient en bataille.
Elle portait un survêtement de marque, mais elle tremblait de rage. Ils ne m'ont pas dit bonjour. Ils n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils sont entrés en bousculant, envahissant mon sanctuaire de travail avec leur énergie chaotique et toxique. Dieu merci tu es là, s'écria ma mère en jetant son sac sur ma table de tempérage immaculé. J'ai failli faire une crise cardiaque. Pourquoi tu as éteint ton téléphone? Tu te rends compte de ce que tu nous as fait subir? Le DJ est parti à minuit. Hurla Flavie, sa voix montant dans les aigus. À minuit. On a dû mettre une playlist Spotify sur un iPhone. C'était mortellement gênant. Amaury était furieux. Je les ai regardés, incrédules. Ils venaient de me bannir la veille parce que je n'étais pas assez bien pour eux, et maintenant, ils me hurlaient dessus parce que je n'avais pas payé pour la fête à laquelle je n'étais pas invitée. Vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue, ai-je dit calmement, croisant les bras sur mon tablier. J'ai supposé que mon argent n'était pas le bienvenu non plus. Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Mon père s'avança, le visage rouge. Ne joue pas à ça avec nous, Sidonie. On parlera de ton insolence plus tard. Là, on a une urgence absolue. Le pâtissier nous a lâchés. Parce que tu n'as pas payé, ai-je corrigé. C'est un détail technique. Aboya-t-il. L'important, c'est qu'il n'y a rien pour le déjeuner de midi. Amaury a invité le conseil d'administration de Gourmet Global. Ils s'attendent à l'excellence. On a besoin de toi. Flavie s'avança, essuyant son nez d'un geste rageur. On a besoin d'une tour de macarons de 5 étages. Bleu nuit et or. Et 200 truffes au champagne. Et des éclairs au caramel beurre salé. Il faut que ce soit prêt pour 11h30. On enverra un chauffeur chercher tout ça. 11h30? Ai-je répété, regardant l'horloge. Il est 6h40. Vous me donnez moins de 5 heures? Tu es rapide, non? C'est ton métier, insista ma mère, comme si je faisais des photocopies et non de la haute pâtisserie. Allez, au travail. On ne te paiera pas, bien sûr, vu que tu nous dois bien ça après le fiasco du DJ hier soir. Considérez ça comme ton cadeau de fiançailles. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'audace. La pure, l'absolue audace de ces gens. Ils ne demandaient pas une faveur. Ils exigeaient un tribut. Je les regardais s'agiter dans mon atelier, touchant à tout sans respect. Ma mère inspectait mes moules en polycarbonate avec dédain, tandis que Flavie se regardait dans la vitre du four éteint pour vérifier son teint. Ils avaient transformé mon espace sacré, mon lieu de création, en une salle de crise pour leurs égos blessés. C'est impossible, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a claqué comme un fouet dans l'air froid de l'atelier. Ils se sont tous arrêtés et se sont tournés vers moi. Pardon? S'indigna Flavie. J'ai dit que c'est physiquement impossible, ai-je expliqué, essayant de rester professionnelle malgré la colère qui bouillonnait en moi. Les coques de macarons doivent croûter avant cuisson, puis reposer 24 heures pour avoir la bonne texture. Une ganache pour les truffes a besoin de cristalliser pendant une nuit entière. Si je le fais maintenant, ce sera de la soupe. Je ne servirai pas de la soupe à vos invités de marque. Tu trouves des excuses? Cria ma mère. Tu ne veux juste pas le faire. Tu es jalouse de ta sœur. Tu as toujours été jalouse de sa beauté et de son succès. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire sec, sans joie. Son succès? Maman, c'est moi qui paie son loyer à Paris qu'elle n'habite même plus. C'est moi qui paie le leasing de sa voiture. Quel succès? Celui d'être née jolie? Comment oses-tu? Mon père frappa du poing sur la table en inox, faisant sursauter un plateau de noisettes torréfiées. Tu parles à ta mère. On t'a tout donné. On t'a laissé ouvrir ce petit commerce ridicule au lieu de te forcer à faire de vraies études. Et maintenant que la famille est en danger, tu nous tournes le dos? C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun raisonnement possible. Pour eux, j'étais une ressource, un appareil électroménager qui refusait de fonctionner. Arrêtons-nous un instant. Si vous étiez à ma place, face à votre famille qui vous a humilié la veille et qui exige maintenant votre travail gratuit en vous insultant, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour la paix des ménages ou les auriez-vous mis à la porte? Dites-moi dans les commentaires, je les aide ou je les vire.
J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop dure ou pas assez. La tension dans la pièce était palpable, presque électrique. Flavie pleurait maintenant à chaudes larmes, un pleur de colère enfantine. Amaury va me quitter si ce déjeuner est un désastre. Il est obsédé par la perfection. Il a dit que sa famille déteste l'amateurisme. Si tu ne fais pas ces gâteaux, tu détruis ma vie, Sidonie. Tu es une sorcière. Je les ai regardés, ces 3 personnes qui partageaient mon ADN. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Pas la peur de me perdre, mais la peur de perdre leur statut, leur confort, leur illusion de grandeur. Et j'ai vu à quel point ils étaient petits. Non, ai-je répété fermement. Je ne le ferai pas. Pas parce que je suis jalouse. Mais parce que je me respecte. Et parce que vous m'avez dit hier que j'étais une paysanne. Les paysans ne cuisinent pas pour les rois, n'est-ce pas? Le visage de mon père a viré au pourpre. Il a fait un pas vers moi, envahissant mon espace personnel. Il a baissé la voix, et ce qu'il a dit ensuite m'a glacé le sang plus que n'importe quel cri. Mon père, Régis, avait toujours été un homme faible qui jouait l'effort. Mais à cet instant, j'ai vu une lueur de méchanceté pure dans ses yeux que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il s'est approché si près que je pouvais sentir l'odeur rance du whisky de la veille sur son haleine. « Tu te sens puissante, hein » chuchota-t-il pour que Flavie et maman n'entendent pas tous les détails, ou peut-être pour rendre la menace plus intime. « Tu penses que parce que tu paies quelques factures, tu es la chef de famille ? Je paie toutes les factures, papa. Toutes. Tu oublies un détail, Sidonie. » Il sourit, un sourire laid qui montrait ses dents jaunies. Le bail de cet atelier. Tu te souviens de qui l'a signé il y a 5 ans? Mon sang s'est arrêté de circuler. Il y a 5 ans, quand j'ai lancé l'or noir, les propriétaires refusaient de louer à une jeune femme de 25 ans sans garant solide. Mon père, qui avait encore un semblant de crédibilité bancaire, ou du moins, savait bien mentir aux banquiers à l'époque, s'était porté garant et avait insisté pour que le bail commercial soit à son nom pour des raisons fiscales et pour te protéger, ma chérie. J'étais naïve. Je lui avais fait confiance. Le bail est à mon nom, continua-t-il, savourant ma terreur soudaine. Légalement, je suis le locataire principal. Toi, tu n'es qu'une sous-locataire non déclarée. Si je veux, je peux résilier le bail ce matin. Je peux appeler le propriétaire et lui dire que je rends les clés. Tu seras dehors avant midi. Tout ton matériel, tes fours, tes stocks, à la rue. J'ai vacillé, me retenant au bord de la table. Cet atelier était toute ma vie. C'était mon refuge, mon identité, la seule chose que j'avais construite qui m'appartenait vraiment. Tu ne ferais pas ça, ai-je soufflé. C'est mon gagne-pain. C'est ce qui paie votre loyer. Alors fais ces maudits gâteaux. Siffla-t-il. Sauve ce déjeuner. Sauve l'image de ta sœur. Et peut-être que je te laisserai garder ton petit atelier de misère. C'était un échec et mat. Il était prêt à se tirer une balle dans le pied financièrement juste pour me briser, juste pour maintenir son autorité illusoire. J'ai regardé ma mère. Elle évitait mon regard, inspectant ses ongles, complice silencieuse. Flavie me regardait avec attente, comme une enfant gâtée qui sait que papa vient de résoudre le problème en tapant du poing. J'ai senti les larmes monter, des larmes de rage et d'impuissance. J'allais céder. Je n'avais pas le choix. J'allais devoir improviser quelque chose, n'importe quoi, pour sauver leur mascarade une fois de plus. J'ai ouvert la bouche pour dire d'accord, pour accepter ma défaite. Mais le destin en a décidé autrement. Un bruit de pas a résonné dans l'entrée de l'atelier, dont la porte était restée grande ouverte derrière eux. Ce n'était pas le pas pressé d'un livreur, ni le pas hésitant d'un client perdu. C'était un pas lourd, assuré, calme. C'est donc ici que se cache la famille, demanda une voix grave, teintée d'une curiosité polie mais ferme. Nous nous sommes tous figés. Mon père a reculé d'un bond, remettant sa cravate en place frénétiquement. Flavie a laissé échapper un petit cri étouffé et a instantanément changé de posture, rentrant le ventre et affichant un sourire tremblant. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme. Il ne portait pas de costume. Il portait un jean foncé de haute qualité, un pull en cachemire gris anthracite et un manteau long beige. Il avait les cheveux poivre et sel, un visage marqué par l'intelligence et des yeux qui scannaient la pièce avec une précision laser.
C'était Amaury. Le fiancé. Le milliardaire. L'homme pour qui nous étions tous en train de nous entretuer. Amaury. Queena Flavie, se précipitant vers lui pour lui barrer le passage, essayant désespérément de le pousser vers la sortie. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être au domaine? On réglait juste un petit détail avec le personnel. Le personnel? Répéta Amaury, sans bouger d'un pouce. Il était comme un rocher face à une vaguelette. Il ne regardait pas Flavie. Il regardait au-dessus de son épaule. Il regardait l'atelier. Il regardait les sacs de fèves de cacao criollo importés du Venezuela. Il regardait ma tempéreuse. Il humait l'air. Je suis venu te chercher, Flavie, dit-il distraitement, ses yeux fixés sur moi. Tu ne répondais pas au téléphone, et le concierge de l'hôtel m'a dit que ta famille était partie en trombe vers cette adresse. Je m'inquiétais. Ma mère s'interposa à son tour, formant un mur humain avec Flavie pour me cacher. Tout va bien, Amaury. On arrive. C'est juste un petit souci logistique. On part tout de suite. Viens, on va prendre un café ailleurs. Ici, c'est sale. Amaury fronça les sourcils. Il fit un pas de côté, contournant ma mère avec une fluidité déconcertante. Il entra pleinement dans l'atelier. L'odeur intense du chocolat chaud et de la vanille bourbon sembla le frapper. Il ferma les yeux une seconde, inspirant profondément, comme un homme qui retrouve une odeur familière et aimée. Puis il a ouvert les yeux et m'a regardé. Droit dans les yeux. Il n'a pas vu mes vêtements tachés. Il n'a pas vu mes cheveux en bataille. Il a vu quelque chose d'autre. Le temps s'est arrêté. Mon père retenait son souffle. Flavie était pâle comme un linge. Amaury s'avança vers moi, ignorant totalement les 3 autres personnes dans la pièce. Il s'arrêta à 1 mètre de ma table de travail. Il regarda mes mains, couvertes de chocolat cristallisé. Et là, il a posé la question qui allait tout faire exploser. L'atmosphère dans l'atelier était si tendue qu'une étincelle aurait pu tout faire sauter. Amaury me détaillait comme on examine une œuvre d'art rare trouvée dans un grenier poussiéreux. Son regard passait de mes mains à mon visage, puis aux équipements professionnels derrière moi. Bonjour, dit-il, sa voix contrastant par sa douceur avec la violence verbale que je venais de subir de ma famille. Bonjour, ai-je répondu, la gorge sèche. Je m'appelle Sidonie. Sidonie, répéta-t-il, comme s'il testait la sonorité du nom. Flavie tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle attrapa le bras d'Amaury, ses faux ongles s'enfonçant dans le cachemire de son pull. Chérie, vraiment, on doit y aller. Sidonie est juste, elle fait des gâteaux pour les anniversaires d'enfants. C'est très basique. On va être en retard pour le brunch. Amaury dégagea son bras doucement mais fermement, sans même la regarder. Il ne quitta pas mes yeux. Des gâteaux d'anniversaire, dit-il avec un petit sourire en coin. C'est étrange. Parce que l'odeur qui règne ici, c'est du cacao criollo porcelana, n'est-ce pas? Une variété très rare. Et je détecte une pointe de fèves tonka et de sel de Guérande. Je restais bouche bée. Personne, absolument personne dans mon entourage, ne savait distinguer les variétés de cacao. Pour mes parents, le chocolat était juste du chocolat. Oui, ai-je balbutié. C'est exactement ça. Je prépare une ganache pour mes pralines signature. Le visage d'Amaury s'illumina d'une reconnaissance sincère. Il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit son téléphone. Il tapota quelques instants, puis me montra l'écran. C'était une photo d'une boîte de chocolat. Ma boîte de chocolat. Celle avec le logo doré l'or noir estampillé sur un papier noir mat il y a 6 mois, commença Amaury, sa voix devenant plus sérieuse, plus professionnelle, j'étais en voyage d'affaires à Tokyo. Un de mes partenaires japonais m'a offert cette boîte. Il m'a dit que c'était le meilleur chocolat qu'il avait goûté de sa vie, importé secrètement de France par un ami commun. J'ai goûté une seule truffe. C'était transcendant. Ma mère laissa échapper un petit couinement étranglé. Mon père était devenu gris cendre. Depuis ce jour, continua Amaury, j'essaie de retrouver la créatrice. Mon entreprise, Gourmet Global, cherche une marque artisanale d'exception pour devenir le fournisseur exclusif de nos suites VIP à Dubaï et Singapour.
J'ai vu le nom l'or noir sur la boîte et une adresse à Vannes. J'ai envoyé 5 courriels officiels à l'adresse de contact indiquée sur votre site web. J'ai proposé un partenariat, un investissement pour agrandir l'atelier et un contrat d'exportation d'une valeur de, disons, très conséquente. Il fit une pause, son expression passant de l'admiration à la confusion. Mais vous m'avez rejeté. Catégoriquement. Je clignai des yeux, abasourdi. Quoi? Je n'ai jamais reçu de mail de votre part. Monsieur, je consulte ma boîte de réception tous les soirs. Je n'aurais jamais ignoré une telle opportunité. C'est le rêve de ma vie d'exporter au Japon. C'est curieux, dit Amaury. Parce que j'ai reçu des réponses très claires. Il fit défiler son écran et me le tendit. Je pris le téléphone, mes doigts tremblant légèrement. Je lus le dernier email, daté d'il y a 2 mois. 2. contact@lornoir-van.fra amaury.devalmont@gourmetglobal.com Sujet, Ré. Proposition de partenariat. Monsieur de Valmont, nous ne sommes pas intéressés par vos propositions commerciales. Notre entreprise restera locale et familiale. Sidonie n'a pas les compétences ni l'envie de gérer une expansion internationale. Elle est très occupée par ses obligations familiales ici. Merci de ne plus nous contacter. Cordialement, la direction. J'ai relu la phrase « Elle est très occupée par ses obligations familiales ». J'ai relu le style, sec, hautain, et étrangement familier. Ce n'était pas mon style d'écriture. Mais je reconnaissais cette façon de parler. Je reconnaissais cette syntaxe qui tentait de paraître professionnelle mais qui trahissait une possessivité maladive. J'ai levé les yeux lentement vers mon père. Il s'était reculé contre le malaxeur industriel, essayant de se fondre dans le décor. « Papa ?» ai-je dit. « C'est toi qui gères le nom de domaine et le serveur mail, n'est-ce pas? Tu m'avais dit que c'était pour m'aider avec la technique parce que je n'y connaissais rien. » Amaury suivit mon regard. Il était un homme d'affaires redoutable, habitué à déceler les mensonges dans les salles de réunion. Il comprit la situation en une fraction de seconde. « Vous avez accès au serveur ?» demanda Amaury à mon père, sa voix glaciale. Je protégeais ma fille. Bafouilla mon père, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Elle n'est pas prête pour ce genre de pression. L'international, c'est dangereux. Elle est fragile. On a besoin d'elle ici. Qui s'occuperait de la boutique? Qui s'occuperait de payer vos factures, vous voulez dire? Coupa Amaury. Le silence qui suivit fut assourdissant. Flavie regardait son fiancé, puis son père, réalisant que le sol était en train de s'ouvrir sous ses pieds. Mais au lieu de s'en prendre à son père, elle se tourna vers moi, son visage déformé par une haine pure. Flavie ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention. Voir son fiancé milliardaire regarder sa bonne à tout faire de sœur avec admiration était insupportable pour son ego. « C'est ridicule !» cria-t-elle. « Amaury, tu te fais des idées. Papa a raison. Sidonie est incapable de gérer un business. Regarde-la. Elle sait à peine s'habiller. Elle n'a aucune classe. Si elle avait accepté ton contrat, elle t'aurait fait honte. Papa t'a rendu service en refusant. » Amaury se tourna lentement vers Flavie. Pour la première fois, je vis du dégoût dans ses yeux. « Tu penses vraiment ça, Flavie? Tu penses que la classe, c'est une robe de créateur et des vacances à Saint-Tropez? Bien sûr. C'est notre monde. C'est pour ça qu'on va bien ensemble. » Non, dit Amaury calmement. La classe, c'est le talent. C'est la passion. C'est l'authenticité. J'ai passé 6 mois à chercher l'auteur de ces chocolats parce qu'ils ont une âme. Toi, Flavie, je commence à réaliser que tu n'es qu'un emballage vide. Un très joli emballage, certes, mais vide à l'intérieur. Ma mère, sentant le vent tourner catastrophiquement, se jeta presque aux pieds d'Amaury. Amaury, chérie, ne dis pas ça. C'est le stress des fiançailles. On est tous un peu à cran. Regarde, Sidonie va nous faire ses desserts, n'est-ce pas Sidonie? Et on parlera business plus tard. On est une famille, on s'entraide. Elle me lança un regard qui était un mélange de supplication et de menace mortelle. Fais-le ou tu es morte. Amaury me regarda.
Sidonie, dit-il doucement. Vous n'avez pas à faire ces desserts. En fait, je vous interdis de travailler pour ces gens une minute de plus. Mais le déjeuner, cria mon père. Tes associés. Mes associés, dit Amaury sans quitter mon regard, préféreraient manger un sandwich jambon-beurre avec une personne honnête plutôt qu'un festin avec des escrocs. Puis, il posa une main sur mon établi, effleurant du doigt un moule. Sidonie, j'ai une question. Pourquoi n'êtes-vous pas venue hier soir? Flavie m'a dit que vous étiez malade. Une gastro-entérite, m'a-t-elle dit. C'est pour ça que je ne voulais pas vous déranger ce matin. J'ai senti un rire monter dans ma gorge, un rire libérateur. Malade? Non. On m'a interdit de venir. Interdit? Maman m'a appelé hier à 16h. Elle m'a dit que je ne correspondais pas à l'esthétique. Que je sentais la paysanne. Que je ferais tache sur les photos. Amaury ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Quand il les rouvrit, ils étaient froids comme l'acier. Il se tourna vers mes parents. Vous avez banni la seule personne de cette famille qui a une réelle valeur? La seule qui travaille? Et ce matin, vous venez ici pour l'exploiter? Elle nous doit tout. Explosa mon père, perdant toute retenue. C'est moi qui ai signé ce bail. Sans moi, elle n'est rien. Et elle va faire ses gâteaux ou je la mets à la rue tout de suite. Je vais appeler le propriétaire maintenant. Régis sortit son téléphone, le doigt tremblant au-dessus du clavier, prêt à exécuter sa menace, prêt à détruire la carrière de sa fille pour sauver son petit orgueil blessé. C'est là que j'ai bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis dirigé calmement vers le petit coffre-fort caché sous mon bureau. J'ai composé le code. Bip 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 bip. Clic. J'en ai sorti une chemise cartonnée bleue. Je l'ai posée sur la table inox, entre Amaury et mon père. Tu n'as pas besoin d'appeler le propriétaire, papa, ai-je dit. Quoi? Tu te souviens le mois dernier, quand tu étais trop occupé au golf pour répondre aux appels du propriétaire qui voulait vendre l'immeuble? Il a appelé le numéro de l'atelier. J'ai répondu. Je vis la confusion se peindre sur le visage de mon père. Il voulait vendre. Il m'a proposé de racheter les murs. J'ai utilisé l'héritage de grand-mère que j'avais bloqué sur un compte que tu ne pouvais pas toucher, et j'ai fait un prêt complémentaire. J'ai ouvert le dossier. L'acte de vente notarié était là, avec mon nom, Sidonie Leclerc, propriétaire unique. J'ai acheté l'atelier il y a 3 semaines. Le bail à ton nom est caduc. Tu n'es plus mon garant. Tu n'es plus rien ici. Tu es chez moi. Le silence qui suivit ma révélation fut absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le carrelage. Mon père regardait l'acte de vente comme s'il était écrit dans une langue extraterrestre. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son ne sorte. Son levier de contrôle, sa menace ultime, venait de s'évaporer. Ma mère, toujours pragmatique dans sa méchanceté, changea immédiatement de tactique. Oh, Sidonie. C'est merveilleux. Tu es propriétaire. Tu vois, Régis? Elle a réussi. C'est une excellente nouvelle pour la famille. Maintenant, tu peux hypothéquer les murs pour nous aider à payer les dettes du mariage, n'est-ce pas? Allez, ma chérie, on oublie tout ça. Fais-nous ces truffes et on fêtera ton achat ce soir. L'avidité dans ses yeux était tesséurante. Même face à sa défaite, elle cherchait encore un moyen de me saigner à blanc. Amaury laissa échapper un petit rire incrédule. Vous êtes incroyable, dit-il. Vraiment. C'est un cas d'étude clinique de narcissisme. Flavie, sentant que tout lui échappait, se mit à hurler. Le masque de la Golden Child tomba, révélant l'enfant pourri gâté et terrifié qui se cachait dessous. Je m'en fous de ton atelier pourri. Amaury, tu ne vas pas écouter cette menteuse? Elle a tout manigancé. Elle veut nous séparer parce qu'elle sait qu'elle finira vieille fille et seule avec ses chats et son chocolat. Elle est toxique. Papa, fais quelque chose. Vire-la. Frappe-la. Fais quelque chose. Frappe-la. Les mots flottèrent dans l'air. Amaury se raidit. Il regarda Flavie comme s'il voyait un monstre. C'est fini, Flavie, dit-il.
Sa voix était calme, définitive. Quoi? Nous. Les fiançailles. Le mariage. C'est fini. Tu plaisantes? Juste pour ça? Pour une dispute de famille? Ce n'est pas une dispute, dit Amaury. C'est une révélation. J'ai vu comment tu traites ta sœur. J'ai vu comment tes parents la traitent. J'ai vu le mensonge, la manipulation, la cruauté. Et j'ai vu ton père bloquer l'avenir de sa propre fille pour garder une domestique gratuite. Je ne peux pas m'allier à une telle famille. Je ne peux pas avoir des enfants avec une femme qui trouve normal d'humilier sa sœur. Flavie s'effondra par terre, ses pleurs devenant hystériques, ruinant son maquillage pour de bon. Ma mère se précipita vers elle, mais aussi vers Amaury, essayant d'attraper sa main. Monsieur de Valmont. Vous ne pouvez pas faire ça. Les invités arrivent. Le scandale. Pensez à votre réputation. Ma réputation survivra, dit Amaury froidement en retirant sa main. La vôtre, par contre, est terminée. Il se tourna vers moi. Son visage s'adoucit instantanément. Sidonie. Je suis désolé que vous ayez dû subir ça. Je secouai la tête, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Merci, ai-je murmuré. J'aimerais discuter de ce partenariat, dit-il. Le vrai. Celui que vous n'avez jamais reçu. Mais pas ici. Pas maintenant. Voulez-vous venir déjeuner avec moi? Ailleurs? Et mes vêtements? Ai-je demandé en regardant mon tablier sale. Je sens le cacao. C'est l'odeur du talent, répondit-il. Je préfère ça à l'odeur de l'hypocrisie. Je souris. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Je me dirigeai vers la porte de l'atelier et l'ouvris en grand. L'air frais du matin entra, chassant l'odeur renfermée de la peur de mes parents. Sortez, ai-je dit à ma famille. Quoi? Bégaya mon père. Sortez de mon atelier. Sortez de ma propriété. Et Flavie, rends-moi les clés de la Fiat. Elle est à mon nom. Le leasing s'arrête aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça. Hurla-t-elle. Comment je vais rentrer? Il y a un arrêt de bus au bout de la rue, ai-je répondu. Le ticket coûte 1,50 €. J'espère que tu as de la monnaie, parce que je viens de couper le virement automatique de 2500 €. Je sortis mon téléphone et, devant eux, j'ouvris l'application bancaire et supprimai le bénéficiaire famille. Supprimer. Confirmer. C'était fait. Le cordon était coupé. Mes parents et ma sœur sont sortis de mon atelier comme des animaux traqués. Mon père, voûté, semblait avoir pris 10 ans en 10 minutes. Ma mère soutenait Flavie qui sanglotait de manière incontrôlable, non pas par tristesse, mais par rage impuissante. Ils m'ont lancé des regards de haine pure, promettant vengeance, promettant que je ramperais pour revenir vers eux. Mais je savais, et ils savaient, que c'était fini. Le pouvoir avait changé de camp. Amaury est resté. Quand la porte s'est refermée sur eux, le silence est revenu dans l'atelier, mais c'était un silence paisible, serein. Vous avez été incroyable, dit-il. J'ai été terrifiée, ai-je avoué, mes jambes commençant enfin à trembler. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'agir malgré la peur. Nous sommes sortis ensemble. J'ai fermé mon atelier à double tour. Nous avons marché dans les rues pavées de Vannes, sous le ciel gris breton qui commençait à s'éclaircir. Nous sommes allés dans une petite crêperie sur le port, loin du luxe prétentieux du domaine où devait avoir lieu la fête. Autour d'une galette complète et d'une bolée de cidre, nous avons parlé. Pas des fiançailles ratées. Pas du drame. Nous avons parlé de chocolat. Je lui ai parlé de ma passion pour les fèves de Madagascar, de l'acidité fruitée du cacao du Vietnam. Il m'a écouté avec une attention intense, posant des questions techniques, respectant mon expertise. Il m'a réexpliqué son projet. Il voulait que l'or noir soit la signature sucrée de ses hôtels. Il ne voulait pas changer mes recettes, il voulait leur donner une scène mondiale. Je veux que vous gardiez le contrôle créatif total, dit-il. Je fournis la logistique, les capitaux, le réseau. Vous fournissez la magie. J'ai signé le pré-contrat sur une serviette en papier,
riant comme je n'avais pas ri depuis mon enfance. Pendant ce temps, le chaos régnait au domaine. J'ai appris plus tard, par des rumeurs en ville, ce qui s'était passé. Les invités sont arrivés à midi. Il n'y avait pas de mariés. Pas de dessert. Flavie a essayé de dire qu'Amaury avait une urgence médicale, mais Amaury avait déjà envoyé un email à ses associés pour annuler le déjeuner, citant des divergences éthiques irréconciliables avec la belle famille. Les associés sont repartis. Les amis de mes parents ont chuchoté. La réputation qu'ils avaient mis tant d'années et tant de mon argent à construire s'est effondrée en une après-midi. Le traiteur, non payé, a fait un scandale et a menacé d'appeler la police. Mon père a dû laisser sa montre Rolex, la seule vraie qu'il possédait, en gage. Le soir même, j'ai reçu des dizaines de messages d'insultes de cousins éloignés, les singes volants que ma mère avait activés. Ils me traitaient de monstre, de destructrice de famille. J'ai fait une chose simple, j'ai changé de numéro. J'ai bloqué tout le monde. Le lendemain, j'ai commencé à préparer ma première expédition pour Tokyo. 1 an plus tard. Je suis debout devant une vitrine étincelante dans le quartier de Ginza, à Tokyo. L'enseigne au-dessus de la porte est écrite en lettres dorées élégantes, l'or noir, Paris et Vannes. À l'intérieur, la boutique est pleine. Des clients japonais, connus pour leur exigence extrême, font la queue pour acheter mes truffes. Amaury est à côté de moi. Nous ne sommes pas mariés. Nous ne sommes même pas officiellement en couple, bien que nous partagions beaucoup de dîners et de regards complices. Nous prenons notre temps. Après des années à être utilisé, j'apprends à être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je donne. Et lui, après avoir failli épouser une illusion, apprend à apprécier la vérité brute. Mes parents? Le karma a été lent mais implacable. Sans mes 2500 € mensuels, ils ont tenu 3 mois dans la villa. Ils ont été expulsés. Ils vivent maintenant dans un petit 2 pièces en banlieue de Lorient. Mon père a dû prendre un emploi de veilleur de nuit à 63 ans. Ma mère a perdu tous ses amis du bridge quand la vérité sur leur faillite a éclaté. Flavie travaille comme vendeuse dans une chaîne de cosmétiques bon marché. Elle poste encore sur Instagram, mais ses photos sont tristes, filtrées à l'extrême, avec peu de likes. Elle a essayé de me contacter quand j'ai fait la couverture d'un magazine culinaire le mois dernier. Un simple message, félicitations, sœurette. On te manque? Je n'ai pas répondu. Je prends une truffe sur le plateau de présentation. C'est ma nouvelle création, chocolat noir, yuzu et une pointe de piment. Je la croque. C'est un mélange de douceur, d'acidité et de piquant. C'est le goût de ma vie. J'ai appris une leçon précieuse ce jour-là, dans mon atelier froid de Vannes. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, ce sont les gens qui respectent votre travail, qui défendent votre nom quand vous n'êtes pas là, et qui ne vous demandent jamais de vous diminuer pour qu'ils se sentent plus grands. Si vous êtes, comme je l'étais, le portefeuille invisible ou le bouc émissaire de votre famille, écoutez-moi bien, ils ne changeront jamais. Ils ne vous remercieront jamais. La seule façon de gagner ce jeu, c'est d'arrêter de jouer. De poser les cartes, de reprendre vos clés, et de sortir par la grande porte. Ça fera mal. Vous aurez peur. Mais je vous promets, l'air dehors est bien plus doux que l'air vicié de leur fausse affection. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous donnera la force de dire non à ceux qui vous exploitent. Si vous avez vécu une histoire similaire, ou si vous rêvez de vous libérer d'une relation toxique, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Abonnez-vous pour plus d'histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous.